fait une très belle transition avec du coup Francine Ngaloula qui va d'abord se présenter puis revenir un petit peu sur tous ces biais que vous avez évoqués dans cette intro. Et ensuite, pour peut-être se focaliser sur l'écologie dominante et décoloniale. Francine, je vais vous laisser la parole et puis vous Oui, laisser merci vous beaucoup, Margot. présenter vous-même pour Oui, que moi je dise pas des effectivement. bêtises. Non, pas de souci. Je vais partager mon écran, mais en même Bon, temps, effectivement, pour ouais. rebondir sur ce que vous venez de dire, je vois effectivement qu'il y a une grande sensibilité, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui rejoignent mon exposé. Et donc, en fait, ce sera très chouette parce que peut-être d'un côté, je vais pouvoir peut-être restructurer les choses. Mais aussi, je me dis, voilà, que je pourrais un peu avancer dans l'exposé et là où j'avais prévu plus ou moins 40 minutes, peut-être qu'il y aura même moyen de faire moins, comme ça on peut laisser en fait un peu plus de temps pour le question-réponse. Euh, voilà, pour aussi privilégier les échanges. Donc, alors, je me présente assez rapidement. Je m'appelle Francine Galloula. Euh, je travaille, donc je suis basée à Bruxelles, en Belgique, et je travaille depuis presque 10 ans dans le secteur environnemental. Et en fait, via mon travail, j'ai été exposée assez rapidement à toutes les stratégies, feuilles de route, plans d'action des gouvernements, en fait, pour la transition environnementale et économique. Pour le développement durable, maintenant on parle beaucoup plus d'économie circulaire. Et je voyais en fait déjà une première chose, c'est que le plus souvent j'étais la seule personne non blanche du public ou des réunions qui traitaient de ces sujets. Mais surtout en fait, je voyais aussi la différence entre voilà, ce que je pouvais entendre et accueillir dans d'autres milieux, dans des milieux qui ne sont pas environnementaux du tout où on voyait aussi, même souvent, l'écologie comme quelque chose un peu à prendre avec une certaine méfiance. Et en fait, donc, à l'époque, vu que j'ai fait ce travail en 2021 de recherche, en fait, pour savoir, OK, quelles étaient les causes et pourquoi est-ce qu'il y avait autant oui, une méfiance et aussi une exclusion de certaines communautés quand on parlait de l'écologie. Et en fait, voilà, ce travail, en fait, cette recherche a donné des résultats, a donné aussi énormément de questions. Mais en tout cas, les résultats que j'ai obtenus, j'ai décidé de les donner, de les structurer en ateliers pour pouvoir les présenter à un maximum de personnes. Et donc, ce que vous allez entendre, c'est vraiment le résultat de ma recherche qui vont résonner en fait énormément avec ce que vous venez de dire. Normalement, c'est un atelier qui dure un peu plus de 2 heures. Donc, j'ai dû résumer à fond les choses. Donc voilà, je vais dérouler et si vous avez des questions, alors on pourra en parler dans 30 minutes, à mon avis, 30 35 minutes. Et n'hésitez pas à me poser vos questions au fil de la présentation dans le chat et après on les relaiera à la fin, mais au moins comme ça, si jamais il y a des choses qui vous viennent, pour pas les oublier à la fin. Non. Voilà. Ok, alors, hmm, voilà. Écolo quoi pour une critique de l'écologie dominante. Alors, on va commencer en fait par un constat. Comment être une bonne écologiste? Donc, je le parle depuis la Belgique, mais à mon avis, il doit avoir des points communs avec la France, hein. Selon le discours mainstream, donc quand je parle de discours mainstream, je parle vraiment des institutions politiques, de l'école, des médias, des institutions culturelles. Et en fait, on peut s'accorder sur énormément de choses. Premièrement, on va parler de végétalisation de l'assiette, de mobilité douce, de slow fashion, de zéro déchet, de tri et de recyclage. Quelques éléments qui sont un peu moins, qui sont peut-être un peu moins évidents, c'est la participation à des actions climatiques. Il y a le vote aussi. Et il y a la question de la famille et du nombre d'enfants. Et ça fait référence même à quelque chose qui s'est passé assez récemment où vous avez une politique française, Marine Tondelier, qui a annoncé qu'elle était enceinte. Et en fait, une partie des réactions était, mais est-ce que vous n'êtes pas censé être écologiste? Comment est-ce qu'on peut faire des bébés alors qu'on est en pleine crise climatique? Donc, on arrive quand même dans
dans des pratiques qui ne sont pas spécialement proposées à la société, mais qui sont plus de l'ordre de l'injonction, des choses des choses que les gens sont obligés de reproduire et d'appliquer pour pouvoir être considérés comme écologistes. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur ce genre de pratiques, je le dis encore, mainstream, c'est qu'elles sont focus effectivement sur les modes de consommation pour pouvoir réduire l'impact de l'activité humaine, l'impact de sa propre activité humaine, vu qu'on parle de pratiques individuelles, sur l'environnement, sur la nature. Et donc effectivement, la manière dont on voit l'écologie, c'est sous le prisme du dérèglement climatique, c'est sous le prisme de l'urgence climatique, ce qui est quand même quelque chose qui est quand même quelque chose en fait d'assez biaisé, qui est en fait en gros une petite partie d'un champ qui pourrait être beaucoup plus grand. Donc, on va parler de mode de consommation et de production, on va parler de solutions universelles. Donc, il n'y a pas vraiment moyen, voilà, tout est fixé, tout est figé. C'est comme s'il y avait une autoroute, il n'y a pas vraiment moyen d'aller à gauche, pas vraiment moyen d'aller à droite. Si on vient de géographies différentes, si on a des moyens différents, si on a une culture différente, en fait, c'est compliqué de se retrouver là-dedans. Et donc, on se retrouve aussi dans des pratiques où vous dites, OK, mais où vous êtes là-dedans, ou vous êtes dehors. Donc, des pratiques qui sont assez excluantes. Et donc, la manière dont on va aussi, on va dire, réagir ou répondre à la question de l'écologie via le prisme du dérèglement climatique, c'est de mettre en place, on va dire, tout un vocabulaire qui est quand même assez technique et assez scientifique, qui est encore excluant de plusieurs groupes de personnes. Euh, et surtout, on va comprendre que pour pouvoir arriver à une solution à la crise climatique, une solution aux aux enjeux écologiques, ça va passer en fait par des aménagements, par souvent des lois, une nouvelle législation, des aménagements de la réglementation, euh, une nouvelle organisation de la société. Et par rapport en fait à la manière dont on approche la question des solutions, c'est vrai que je me suis demandé, ok, mais comment ça se fait que on pense que c'est juste une réorganisation sociétale qui est nécessaire et pas quelque chose d'un peu plus et pas autre chose. Et en fait, je me suis retrouvée à poser la question de l'écologie politique, de ce qu'elle est, et donc j'ai repris, on va dire, une explication de Alain Lippietz, euh, oui, Lippietz, pardon qui parle d'écologie politique en disant que l'écologie politique s'intéresse à l'impact des activités humaines sur l'environnement, aux relations de pouvoir et aussi aux régulations sociales. Donc à la manière dont on s'organise, aux interactions aussi entre humains et humaines. Là où avant, en fait, l'écologie, on la définissait comme aussi une étude, une observation, mais beaucoup plus scientifique d'espèces végétales ou d'espèces animales dans leur propre habitacle, dans leur propre environnement. Là, on va dire que nous, en tant qu'humains, on remplace ces espaces où on est une espèce, une espèce en soi et que l'on va en fait nous étudier, bien sûr, sous le prisme de notre environnement, des interactions avec notre environnement, mais aussi entre humains et humaines. Et en fait, l'écologie politique pose la question euh, des régulations sociales, effectivement, du fait qu'on a besoin d'avoir une certaine organisation sociale et une certaine réglementation pour pouvoir vivre ensemble, et pose aussi la question des relations de pouvoir. Et en fait, la question des relations de pouvoir, elle est au final, quand on n'y pense, pas assez investie dans la manière dont on analyse les enjeux écologiques, les enjeux du dérèglement climatique ou de la crise climatique, et aussi dans la manière dont on va apporter des solutions à ces différentes crises. Et en fait, mon propos, c'est de dire, c'est que là où on voit l'écologie comme juste une réponse, comme on va dire, un champ où on va l'analyser d'un point de vue scientifique et technique. En fait, on a aussi besoin de voir comment fonctionnent les relations de pouvoir et donc les systèmes de domination et d'oppression qui aussi sont à la base de nos propres interactions entre personnes de cette société. Alors, juste un mot par rapport à l'écologie, enfin,
plusieurs choses par rapport à l'écologie. C'est que pourquoi est-ce que l'écologie, on la prend un peu à part, on la met un peu de côté. Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas voir que c'est aussi un objet qui a besoin d'être analysé sous le prisme de relations de pouvoir? C'est parce que voilà, l'écologie est vraiment considérée euh, comme on dirait vraiment l'image de la pureté, l'image de la virginité. Effectivement, on voit terre, on voit pas d'humain sur cette terre. On voit qu'il y a des actions en fait pour protéger, conserver, préserver en fait cette terre. Ces actions-là ne peuvent être portées que par des mains blanches. Il y a aussi la question de la transmission, effectivement, d'une main blanche à une autre main blanche plus jeune de cette terre à préserver. Il faut, je vous dis, ces images-là. Donc, j'ai fait ce screenshot en 2021 quand j'ai créé quand j'ai fait mes recherches, j'ai créé cet atelier. J'ai tapé encore hier écologie dans Google Recherche, dans Google Images, on a encore le même type d'image. Donc ça, c'est la vision que l'on a euh, de la Terre et des enjeux écologiques et climatiques à préserver. Et donc on va la mettre de côté, on va pas se rendre compte en fait que l'écologie, c'est aussi un véhicule en fait de transmission, de reproduction de systèmes de domination. Alors, par rapport justement à ces systèmes de domination, à ces systèmes d'oppression, j'ai voulu faire un tableau qui n'est pas exhaustif de tout ce qui traverse en fait nos sociétés, et qui en fait une société complètement inégalitaire selon effectivement la question de la race, la question de la culture, la question de la religion, la question du genre, des sexualités. Voilà, je peux dérouler pendant longtemps, du validisme et tout ça. Donc, c'est juste que quand on parle des relations de pouvoir, je vois que parfois, il y a souvent des confusions entre comment est-ce que ça s'applique dans une société et, on va dire, le moteur, l'idéologie à la base. Par exemple, le racisme, on dit toujours, si je dois juste reprendre ça comme exemple, on sait très bien que le racisme ne se vit pas de la même manière euh, en- aux États-Unis, en France, en Belgique ou en Angleterre. Donc on aura en fait, on sait déjà que les pratiques qui seront issues, les racistes vont se vivre différemment. C'est pour ça que dire tout de suite racisme et, je ne sais pas moi, euh, discrimination, je dis juste un mot, en fait, on peut pas le mettre sur un même pied. Il y a un conduit entre les deux, mais enfin, le racisme est à la base, et ensuite on a la question des discriminations qui vient par après. Et donc, il faut aussi comprendre que le fait d'avoir ces systèmes de domination, bien sûr, ça a une implication sur tout plein de domaines de notre vie. Et donc, c'est pour ça dans la dernière ligne, je parle des champs d'application au niveau du logement, du travail, santé, de l'éducation, de la coopération internationale. Mais aussi, en fait, je mets dans la même catégorie, on va dire ça, la question de l'écologie, qui est aussi donc traversée par ces systèmes d'oppression. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner quelques exemples de la manière euh, dont certains euh, certaines solutions en fait qui sont amenées, qui sont proposées comme solutions climatiques sont encore dans une logique de reproduction des systèmes de domination, ou comment est-ce que l'écologie en soi aussi cristallise des systèmes de domination qui sont déjà existants. Et en fait, je pense que j'ai juste parcourir, parce que vous avez déjà eu énormément d'exemples via votre exercice euh, passé. Euh, alors, on va prendre le premier exemple du patriarcat. Euh, alors, le patriarcat, en fait, par rapport à ça, je vais pas aller dans les détails, mais l'idée, c'est de dire que on voit bien que l'écologie, en fait, quand on s'attaque quand on fait la jonction entre l'écologie et le patriarcat, en fait, on arrive avec des comportements ou une inégalité, pardon, dans la prise en charge des femmes ou des minorités de genre dans le cas de catastrophes naturelles. Euh,
ou encore, on va dire, un renforcement des rôles genrés dans le cas de solutions qu'on veut amener à la crise climatique. Et par rapport à ça, il y a des exemples. Donc, les femmes et les minorités de genre, j'aurais dû le spécifier en tant que première victime des catastrophes naturelles. Et comme deuxième exemple, le fait que pour tous les petits efforts environnementaux du quotidien, ces petits gestes individuels, en fait, ce seront beaucoup plus les femmes qui vont faire cet effort-là parce que ce sont des efforts qui sont liés aux habitudes de consommation et que ça touche souvent le foyer ou le ménage. Alors qu'on va retrouver les hommes dans des efforts, oui, environnementaux, mais qui auront une plus grande résonance, on va dire, à l'externe, comme participation à des conférences, organisation de marches ou de manifestations. Le deuxième exemple, c'est par rapport... mes exemples, mes catégories sont un peu bêtes et méchantes. C'est, par exemple, si j'apprends les femmes en tant que première victime, on peut dire aussi que ce sont des femmes. Il y a aussi la question de l'agéisme. Donc, ce sont aussi des adultes d'un certain âge qu'on va retrouver qui seront victimes, aussi premières victimes de catastrophes naturelles. Donc, parfois, il y a plusieurs, effectivement, courants de systèmes de domination qui peuvent traverser une même problématique. Par rapport au classisme, donc il y a une étude qui a été faite en 2022 qui s'appelle Jeunes, communication et climat, donc qui a été faite en Belgique et qui en gros démontre, qui a un gros sondage et qui montre qu'il y a une plus grande probabilité en fait de retrouver des jeunes de classe moyenne supérieure et plus dans les actions climat, que ce soit des projets ou dans les marches et manifestations qu'autre chose, que d'autres classes. Et aussi la question de la connexion avec la nature, où Bruxelles a cette réputation en fait d'être une des capitales les plus vertes d'Europe. Par contre, quand on va voir les chiffres, on voit en fait que cette répartition est absolument inégale et que sur le territoire, il y a énormément d'espaces verts privatifs, donc de jardins, et que surtout là où il n'y a pas beaucoup d'espaces verts publics, en fait, ce sont dans des endroits qui sont le plus souvent habités par des ménages défavorisés. Alors, par rapport au capitalisme, là, on voit en fait que tout ce qui est capitalisme vert, croissance verte, on est vraiment dans un dédouanement déjà de la question du rôle du capitalisme dans voilà la sévérité du dérèglement climatique dans lequel on se trouve. Mais aussi, on est dans une sauvegarde. Donc, déjà, on dédouane, mais en plus, on veut continuer et garder le capitalisme malgré les conséquences. Et on le voit, en fait, par rapport à deux projets particulièrement. Il y a tout ce qui est marché carbone et la logique de compensation carbone pour des émissions qui sont faites, qui sont générées, par exemple, en Italie et qui sont compensées par du carbone qui est capturé dans un autre coin du monde. Et en fait, cet exercice de capture du carbone dans un autre coin du monde va être le plus souvent fait par des normes, on va dire, zones naturelles, zones forestières, massifs forestiers, qui devra rester, bien sûr, qui devront rester les plus purs, les plus inhabités pour pouvoir avoir cette fonction, pour qu'elles aient la fonction de capture de carbone la plus optimale. Ce qui veut dire, en fait, que là, on pouvait retrouver des communautés qui étaient encore liées, qui avaient encore, pardon, qui étaient encore liées avec certaines zones forestières ou zones naturelles. En fait, ce sont des accès qu'elles n'ont plus, qui sont contrôlés ou qui sont absolument inexistants parce que, en fait, il faut que maintenant ces massifs forestiers purs puissent faire ce travail de capture du carbone. Et par rapport à toute la question de la croissance verte, c'est toute la question de se dire, OK, mais comment est-ce qu'on peut faire en place pour toujours prétendre avoir une activité économique profitable tout en
tout en réduisant nos gaz à effet de serre, ou comment est-ce qu'on peut aussi développer une activité économique qui puisse aider à la transition environnementale et à la transition et donc à la génération d'industries euh, qui aident à à la décarbonation, qui aident à l'électrification de la société. C'est comme ça qu'on arrive à des choses qui s'appellent industrie verte, chimie verte, extractisme vert, où en fait on est dans du greenwashing, tout simplement. Alors, j'arrive tout doucement vers la fin des exemples. Donc celui-là, c'est un exemple qui est assez intéressant, en fait, qui est tiré d'un documentaire qui s'appelle Racist Trees, Arbres racistes. Et en fait, ce documentaire qui date de 2022 suit une communauté afro-américaine aux États-Unis, à Palm Springs, plus précisément, qui s'est organisée pour pouvoir détruire des arbres qui ont été plantés pour en fait renforcer la ségrégation de la ville en gros. Et en fait, on les suit dans leur combat pour dire, OK, mais nous, on veut que ces arbres disparaissent, soient abattus parce que on trouve que parce qu'ils amènent une sorte de discrimination face à notre communauté. Et en fait, on peut voir, déjà, c'est très confrontant comme comme un documentaire, et surtout, on peut voir comment est-ce que euh, on peut utiliser en fait la prétention de pouvoir sauvegarder, conserver la nature pour pouvoir en fait avancer bien sûr des pratiques racistes. Et alors là, on peut dérouler encore avec toute la question du colonialisme vert et de ces parcs, de ces zones de conservation en Afrique notamment. Et donc par rapport à la question du colonialisme, là, il y a encore deux petits exemples que j'aimerais vous donner. Tout ce qui est bien commun, c'est comme ça que j'appelle. Mais bien commun, il faut l'entendre, ça je le vois quand même de temps en temps, c'est l'argument, ah oui, mais la Terre est à tout le monde. La Terre est à tout le monde, donc moi je peux venir habiter. Enfin, il faudrait laisser, pardon, les gens aller habiter là où ils veulent ou aller s'installer là où ils veulent. Qui est en soi un bel argument, sauf que on vit dans une société qui est très compliquée où il y a des terres qui ont été en fait volées et accaparées, qui ont été volées et accaparées, qui sont exploitées. Et donc ce côté bien commun, la terre est à tout le monde, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc là, je cite Dr Maxime Boiron, qui va venir encore, euh, que j'ai encore recité par après qui est une personne scientifique indigène euh, qui vient d'Amérique du Nord, qui habite en Amérique du Nord et qui définit le colonialisme de manière très simple comme étant l'accès non indigène à un territoire indigène pour un usage non indigène. Et donc, moi, j'ai donné comme exemple le coup de la personne qui dit, oui, mais la Terre est à tout le monde, laissez les gens voyager. Et elle utilise comme exemple ben, que la question de l'accès à des terres indigènes et du bien commun, en fait, se pose aussi d'une autre manière. Par exemple, quand on a même une équipe scientifique qui vient faire des relevés pour, je ne sais pas moi, mesurer les pics de pollution de l'eau, mais que ces relevés, tout cet exercice se fait sur une terre indigène, sans l'autorisation des chefs indigènes, en fait, c'est du colonialisme pour cette personne. Et enfin, comme dernier exemple, on a tout ce qui est connaissance écologique traditionnelle, qui en gros est souvent utilisé quand on parle de gestion environnementale ou encore de pharmacopée. Là, on va se rendre compte qu'en fait, que des savoirs indigènes peuvent être encore utilisés pour solutionner une problématique environnementale actuelle. Donc, je peux prendre comme exemple les feux, les feux de forêt. Par exemple, si on prend les aborigènes
Donc, dans l'Australie actuelle, les aborigènes, en fait, avaient l'habitude de faire des départs de feu contrôlés pour pouvoir contrôler par après, pour pouvoir même réduire par après les risques de feu qui arrivent chaque année, je pense, en Australie. Et en fait, cette pratique a été interdite pendant des années, jusqu'à ce qu'on se rende compte, à un moment donné, que finalement, faire des départs de feu contrôlés pourrait faciliter les choses lors de la saison des feux en Australie. Et en fait, donc, il y a une réutilisation de ce savoir indigène, en fait, pour pouvoir contrôler, pour pouvoir améliorer la gestion environnementale. Je pense qu'il y a aussi cet exemple-là en Amérique du Nord. Alors, oui, c'est très beau, mais il faut savoir que ce savoir, en fait, cette pratique, en fait, fait partie d'un plus large corps de savoir indigène et qu'on a vraiment morcelé, qu'on a pris ce qui serait intéressant pour la population locale. Et surtout, on a une invisibilisation des revendications des communautés indigènes qui tournent toujours autour de la souveraineté et de l'autodétermination, en fait, de leurs terres. Ça me fait penser d'ailleurs aussi à un autre exemple. Euh, donc, il y a eu toute l'aventure Artemis 2 il y a quelques jours et l'un des astronautes avait en fait un patch sur son uniforme qui représentait un système lunaire indigène. J'ai oublié le nom de la communauté indigène qui habite dans le Canada actuel. Et donc, cet astronaute racontait comment ce que finalement, il a été en contact avec cette communauté, il a vraiment pu explorer, voilà, explorer le savoir indigène par rapport à la Lune et ses représentations, et ça l'a influencé d'une certaine manière. Et donc tout ça a été magnifique, ça a été repris par les informations. J'en ai entendu parler alors que j'avoue que je n'ai pas été hypersensible à la mission Artemis 2. Mais tout le côté, voilà, souveraineté et lutte des peuples indigènes, en fait, pour pouvoir retrouver leur propre terre, n'a pas du tout, à aucun moment n'a été mentionné. Alors, une brève conclusion. Euh, de l'écologie dominante. J'ai allé très vite parce que je pense que j'ai entendu beaucoup de gens reprendre d'une manière ou d'une autre les éléments de ces conclusions. Donc là, j'ai repris en premier point une phrase que j'ai entendue, l'écologie dominante et l'écologie des dominants. Donc on voit bien à quel point en fait les pratiques que l'on met en place euh, pour l'écologie mainstream en fait viennent en fait appuyer et renforcer des modes de consommation, des responsabilités individuelles euh, viennent aussi, comment dire, sauvegarder un pouvoir d'achat, mais aussi un ordre social des personnes dominantes dans la société, donc le plus souvent des personnes blanches, classe moyenne, euh, avec un certain, valide, je pense que c'est ça le terme utilisé, habitant en Occident. Donc, on est dans une continuum des dynamiques de domination, donc pas de remise en cause de l'ordre social existant. Et surtout, en fait, on se rend compte que l'écologie mainstream, en fait, euh, elle est insuffisante, en fait, pour répondre à toute la question des stratégies, en fait, pour pouvoir aussi lutter contre les autres types d'idéologies, en fait, d'inégalités dans la société. Et donc, ce point-là, docteur Maxime Boiron, en fait, le résume d'une autre manière. Euh, et elle dit, good for environmentalism can be good for colonialism. Donc, c'est une manière de dire, voilà, qu'au final, effectivement, certaines pratiques, et on l'a vu via ces exemples, mais il y en a tellement d'autres, de protection, préservation de la planète ou de la nature, en fait, sont des pratiques qui sont aussi très bonnes pour le colonialisme. Et alors, il y a juste l'importance du coup de replacer l'écologie en fait dans les luttes qui sont déjà existantes, dans des luttes qui sont beaucoup plus politiques et qui sont beaucoup plus axées en fait sur le fait de défaire l'ordre social existant. Et donc là, je vous ai mis des exemples
de ces mouvements qui prennent en compte vraiment, peu importe ce qu'on en pense, mais en tout cas qui prennent en compte vraiment le système de domination et l'écologie et qui en font quelque chose. Donc on parle des écoféminismes, des écologies afroféministes, des écologies queer, écologie politique féministe. La différence entre l'écoféminisme, je trouve que l'écoféminisme peut être très essentialisant, mais en même temps est beaucoup plus radical, je trouve, que l'écologie politique féministe. On a les écologies populaires et enfin les écologies décoloniales. Et par rapport aux écologies décoloniales, j'arrive vraiment vers la fin. Je pense que j'ai plus que 2 slides. Je pense que c'est important de vous laisser avec quelques petits éléments que vous pourrez amener aussi dans l'atelier que vous allez avoir avec Aurélie. C'est la définition donc de la colonialité du pouvoir, en tout cas se rendre compte que à l'heure actuelle, on vit encore dans un monde, dans une société où en fait on est bénéficiaire du rapport colonial qui existe encore entre les peuples anciennement colonisés et les anciennes métropoles, que ça ne c'est pas quelque chose qui s'est défait, qui a disparu d'un coup après la période de décolonisation politique, je dirais pas économique, mais en tout cas politique, et que surtout ces rapports-là sont fondateurs, sont vraiment le ciment de la manière, de la modernité européenne, donc de la manière dont on vit actuellement, y compris les innovations que l'on met en place, y compris la manière dont on organise ou dont on produit du savoir. Et je parle d'innovation et production de savoir parce que je pense que ce sont les deux thèmes qui touchent à vos cœurs de métier. Et donc, quand on parle de décolonialité, c'est important. J'ai pas voulu venir avec une définition, mais de venir avec certaines caractéristiques. Euh, Surtout quand on parle de projet décolonial, c'est qu'on parle d'une d'une autodétermination des peuples anciennement colonisés, d'une souveraineté sur leur propre territoire, de la destruction des systèmes et institutions qui ont été qui reposent sur l'exploitation et et l'assujettissement des peuples. Et surtout, ça c'est le dernier point qui vient du livre Une écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand, qui dit oui, en fait, on lutte et c'est important de lutter contre l'urgence climatique, mais cette lutte doit absolument être articulée avec, il parle de l'émancipation de la fracture coloniale, c'est-à-dire faire en sorte de défaire aussi tout ce que que la colonisation a créé ou que la colonialité continue à préserver. Donc, que ce soit d'un point de vue économique, politique, psychologique, épistémique, culturel, et etc., etc. Et enfin, c'est ma dernière slide, pour un côté beaucoup plus pragmatique. Donc là, on redescend peut-être un peu de niveau. C'est que pour moi, en fait, donc on retourne à la question des relations de pouvoir et de se dire si on doit faire quelque chose et si on veut faire quelque chose par rapport à ces relations de pouvoir, peu importe que ce soit, enfin, on touche même pas au côté décolonial, mais juste par rapport aux relations de pouvoir, en fait. C'est important. On parle en fait enfin, ça veut dire qu'en fait, on est prêt aussi en fait, on touche quand même au système et on est prêt en fait à modifier la nature des relations entre donateurs, donneurs d'ordre, bénéficiaires, enseignants ou apprenants et entre, comme, on va dire, propriétaires ou donneurs de savoir et les élèves et les étudiants. Et je trouve que c'est aussi une manière d'adresser en fait la problématique des relations de pouvoir dans une société. Et donc, je vous laisse avec 2 questions. Euh,
Donc, quels sont les types, attendez, parce que j'ai ma tête qui me dérange, quels sont les types de savoirs que vous mettez le plus en avant? Donc, c'est vraiment par rapport à vos cœurs de métier et quelles pratiques, au final, vous pourriez mettre en place pour sortir des narratifs dominants sur l'écologie et peut-être comment est-ce qu'on pourrait, en fait, voir comment est-ce qu'on pourrait toucher aussi aux relations de pouvoir qu'il peut exister entre vous et les publics qui visitent vos lieux. Voilà, c'est fini de mon côté. Je vous laisse juste avec ce tableau qui n'est pas exhaustif du tout de ce que j'ai pu lire, entendre, voir sur la question. Comme ça, vous avez un peu une idée, voilà, des références qui ont traversé cette réflexion-là. Merci beaucoup de m'avoir écouté et voilà, on a au moins une petite vingtaine de minutes pour discuter. Merci beaucoup, Francine. Est-ce que on commence par... Est-ce qu'on peut laisser la slide avec les deux dernières questions? Ah, je vais me permettre de rogner sur les 20 minutes, malheureusement. On va voir. On va peut-être prendre un petit Non, peu non, pas de souci. moins que 20 minutes. Peut-être avant de passer aux questions éventuelles, voir déjà s'il y a des rebonds et des retours par rapport aux deux dernières questions. Ou en fait, peut-être que tout simplement, regardez, je vais les mettre, je vais vous laisser sur la belle slide d'inspiration, puis je vais mettre les questions, les deux questions dans le chat. Voilà, la parole est à vous. Euh, pour, du coup, si j'ai bien compris, partager l'expérience et peut-être les pistes par rapport à vos pratiques. Si jamais vous voulez rebondir ou poser vos questions par rapport à ce qui a été dit. Il y a une question dans le chat. Ah oui, alors, il y avait eu une question qui était pendant votre intervention, Francine, c'était une question de Nathalie, c'était sur l'épistémicide. Qu'est-ce que ça signifie? Oui. L'épistémicide, c'est très intéressant. Ça parle de votre cœur de métier. En plus, ça parle des savoirs. Donc l'épistémie, donc effectivement, ce sont les savoirs. Et l'épistémicide, c'est le fait qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des types de savoirs qui ont disparu, en fait, qui ont disparu des cultures, qui ont disparu des sociétés, de certaines sociétés pour, en fait, avantager d'autres types de savoirs. Et donc, il y a vraiment un très beau. C'est pas un TED Talk, c'est pas du tout un TED Talk. C'est une présentation d'une doctorante philosophe qui est algérienne sur le fait que voilà, en fait, il y a eu des choses qui ont été mises en place aussi durant les colonisations pour faire disparaître certains savoirs pas acceptés, non occidentaux de coloniser. Et en fait, c'est comme ça qu'on se retrouve dans un monde où la compréhension que l'on a de certaines choses par le savoir occidental, parce qu'il y a de moins en moins, parce qu'il y a vraiment un type de savoir qui a été consciemment détruit par, euh, par les colonisateurs du coup à l'époque, mais bon, on peut aussi surtrouver des exemples de destruction de savoir à l'heure actuelle. Elle appelle ça du coup l'épistémicide. Merci beaucoup. Il y a peut-être d'autres questions de gens qui voulaient intervenir. Est-ce qu'il y a des retours d'expérience? Est-ce que vous êtes déjà confronté à ces questions-là chez vous, dans votre pratique? Comment vous les avez traitées? Et chez vous, ouais, on peut parler peut-être de bonnes pratiques pour sortir des narratifs dominants? Ah, on Oui, a Pauline. Pauline. Nous, avec mes collègues, moi je suis chargée de mission éducation au territoire, genre la grosse pression, le titre qui pèse. Et avec mes collègues qui sont animateurs et animatrices nature, il y aura un gros travail de poésie à faire sur les noms des postes. Euh, on s'encourage entre nous, notamment devant les enfants, parce qu'il y a aussi des questions sur les droits des enfants et leur représentation et tout ça, à vraiment assumer qu'on ne sait pas et qu'on va réfléchir ensemble. Donc vraiment assumer une forme de vulnérabilité et puis dire bah ouais, bonne question, on va réfléchir. C'est tout bête, mais déjà de déconstruire ça, de lâcher un peu cette figure de je sais, je vais te dire, c'est déjà un gros boulot.
Moi, je vais bien prendre la parole. Merci, Pauline. Oui, je vous en prie. Est-ce que vous pouvez vous présenter avant? Oui, alors je m'appelle Barbara et j'étais jusqu'à présent responsable des ressources dans une entreprise du CAC 40 et à présent je suis devenue à mon compte sur des formations d'enjeux socio-environnementaux, mais beaucoup plus axées justement sur les problématiques de système de domination et oppression systémique, puisque c'était un volet non abordé lors de mes fonctions et que j'ai découvert comme un empêchement d'action, quoi, on va dire. Du coup, j'ai mis dans le chat un lien vers une formation de facilitatrice anti-oppressif oppressive que je conseille vivement, qui est un format sur 1 an, qui est porté par des personnes qui sont totalement concernées par ces sujets-là et qui propose de manière régulière en fait des formats de résidence. Et je viens de sortir justement d'une résidence qu'ils ont proposée pour travailler sa posture d'allié. Et il y avait quelque chose de très intéressant qui était proposé chaque jour en fin de journée où on pouvait déposer en fait dans une boîte de manière anonyme ou pas ce qui avait pu, on va dire, nous déranger ou gêner pendant la journée. Quelque chose qu'on explique ou qu'on n'explique pas, c'est-à-dire vraiment qu'on aurait pu identifier ou ne pas identifier, et que ce soit déposé dans un espace qu'ils appelaient un espace courageux. Donc un peu différent de l'espace de sécurité, mais vraiment un espace courageux où on vient déposer quelque chose où on sait que ça peut venir déranger, mais on sait que ça va être un espace non jugeant et où le but est de travailler en collectif ensuite sur ce qui a été nommé. Et donc, par exemple, est sortie une problématique d'un vocabulaire sur la folie. Il y avait une personne porteuse de handicap qui avait été concernée par des séjours en hôpital psychiatrique, etc. Et donc, c'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout de visible dans le groupe. Et on s'est rendu compte que dans notre vocabulaire, on avait beaucoup de «Oh, mais c'est fou, mais c'est complètement dingue, ah oui, enfin bon, voilà, ce genre d'expression et même des gestes de mais je suis bête en se tapant la tête, mais sans penser que pour cette personne-là, c'était des gestes qu'elle avait liés à son handicap et que ça pouvait le ramener à être catégorisé comme quelqu'un n'étant pas intelligent, alors que voilà, ce n'était pas le propos. Et donc ces espaces courageux, j'ai trouvé que c'était vraiment un exercice très enrichissant de le vivre. C'était le but de la résidence d'ailleurs, de d'oser vivre des espaces qui venaient un peu bousculer et de se donner des temps collectifs où donc voilà, est exprimé ce qui est venu gêner et ensuite se poser la question par des techniques d'intelligence collective de bah, comment on peut réparer ça ou comment on peut mieux se positionner dans nos espaces pour que ça ne se représente pas et que ça ne poursuive pas une sorte d'oppression que l'on peut faire sans s'en rendre compte, quoi. Merci beaucoup. Merci pour le partage de cette ressource que je mettrai dans le compte rendu de cette formation super intéressante. Merci beaucoup. Je peux reprendre votre nom, excusez-moi, parce qu'il y a marqué utilisateur de Zoom. Ah oui, ok, c'est Barbara. Barbara, merci. Je crois Merci. que Anne-Sophie, vous aviez aussi des questions. Est-ce que vous voulez les redire à l'oral ou voulez que je les lise? Ah oui, j'ai coupé ma... Désolée, j'ai fait une mauvaise manipulation. Je peux remettre les questions. Non, il y a Anne-Sophie, par exemple, qui demandait, qui vous remerciait et qui disait, j'ai ces questions qui résonnent. Comment est-ce qu'on sort de l'injonction? Mais si elle veut prendre la parole, ce sera peut-être plus simple. Mais comment sortir de l'injonction écologie mainstream quand il faut passer à l'action de manière urgente? Euh, Comment sortir... Attendez, je vais voir des questions en direct, ça va m'aider. Comment Peut-être, sortir des injonctions? je vais peut-être contextualiser un petit peu. Merci. Euh, donc moi, je m'appelle Anne-Sophie, puis je suis docteur en écologie végétale et actuellement, je me trouve en Colombie et il se trouve que je suis aussi animatrice de fresques. Donc, je suis beaucoup traversée par tout ce que vous dites et d'ailleurs, je vous remercie pour cet espace d'échange parce que j'ai pas forcément l'habitude du coup, de pouvoir en discuter parce que je vois bien qu'il y a des choses qui clochent. Et donc, moi, enfin, donc la question en l'occurrence, c'est
comment on sort donc des injonctions, mais sans en faire de nouvelles au niveau plus collectif et coordonné. Par exemple, il faut responsabiliser plutôt les gouvernements, les institutions, euh, et, et aussi, enfin voilà, je cherche un peu des pistes. C'est plus une réflexion, c'est pas vraiment une question à proprement parler, mais voilà, en tout cas, ça résonne pas mal et c'était plus une réflexion. Mais si vous avez d'autres idées aussi euh, à partager par rapport à ça, c'est aussi un peu les mêmes questions que vous posez à la fin. Donc Oui. voilà. J'ai plusieurs euh, voilà, sortes de réflexions par rapport à ça. Donc, premièrement, euh, j'ai pas envie de dépeindre, comment dire, j'ai pas envie de dépeindre non plus quelque chose qui est impossible pour l'humain. C'est-à-dire qu'on a, on a tendance à être plus dans l'injonction, peut-être que et c'est comme ça. Il n'y a pas envie de dire que voilà, il faut être dans une position qui n'est pas humaine. Parfois, moi aussi, j'ai des injonctions, je pense que tout le monde là. Parfois aussi, je vais être plus choquée par certaines choses, un peu moins par d'autres. Donc voilà, par mon propos, l'idée c'est de ne pas essayer de venir aussi avec une posture pure à ce niveau-là. Euh, et la deuxième chose que j'avais envie de dire par rapport à ça, j'espère que tout ça va faire sens vers la fin, c'est que en tout cas moi ce qui m'a aidé, euh, c'est déjà de ne pas voir l'écologie comme une fin, pas comme une fin en soi, mais comment dire, comme quelque chose d'à part. C'est de vraiment l'intégrer dans une problématique qui me touchait en fait. Donc, pour certains, ça va être le droit au logement, d'autres, ça va être l'accès à l'éducation, enfin, sans doute pour même une majorité des gens ici. Euh, pour d'autres, ça va être par rapport au monde du travail et en fait de pouvoir mettre effectivement, avoir une pensée plus écologique là-dedans. Et en fait, je trouve que ça aide à, euh, à sortir du discours, ça aide un peu à sortir du discours mainstream parce que le discours mainstream a tendance à poser l'écologie un peu comme ce truc un peu à part et beau et innocent. Alors que quand confronte certaines pratiques écologiques et qu'on les intègre en fait à des thèmes qui sont très compliqués, ça va devenir aussi compliqué, ça va être un peu messy, mais ça va aller. Mais au moins, on est dans quelque chose d'un peu plus concret. Et c'est vrai que par rapport à la question de l'urgence, euh, j'ai aussi un lien compliqué avec ce terme d'urgence climatique, alors que j'ai utilisé. C'est vrai qu'on est dans une urgence, dans le sens où on est mais ça fait des années qu'on est dans une urgence. C'est peut-être pour ça. Donc, euh, comment dire, moi, cette urgence, au final, si on sort justement de ce truc un peu écologico-écologique, on se rend compte qu'il y a des urgences dans beaucoup de champs, de domaines où il y a des alarmes rouges qui sonnent depuis plusieurs années. Et donc, ça aide, en fait, je trouve, enfin, moi, je trouve que ça m'aide à ne plus être dans une urgence juste pour satisfaire certains indicateurs et d'être quelque chose dans un peu plus long terme. Ça prendra le temps que ça prendra. En gros, c'est ça que je veux dire. Voilà, j'espère que ça a fait sens, ce que j'ai dit. Oui, 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 merci. Oui, ça me donne des bonnes pistes et Ok, d'autres réflexions, mais merci beaucoup. voilà. On va s'arrêter là pour le temps de questions. Merci beaucoup, Francine, pour cette présentation super complète. C'est vrai qu'on aimerait pouvoir rester encore une heure avec vous. C'est vrai que je comprends que 3 heures d'atelier, oui, ça se tient. Il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est un sujet super large. Merci Un grand merci, euh, Margot. beaucoup. Est-ce
est-ce possible d'avoir les recommandations de la dernière slide? Pardon, Oui, Éléonore. D'accord. OK. Et oui, je est-ce vois qu'il y a des recos de livres. Je suis curieuse. J'enverrai tout ça à Merci. Margot du coup. Merci beaucoup, Francine. Et